Chers étudiants, nous sommes en train d'étudier les parois du thorax et je vous rappelle qu'on a vu les muscles de la paroi antérieure, les muscles de la paroi postérieure et la dernière séance, on a vu le diaphragme et vous avez bien suivi, on a vu la situation du diaphragme, la forme du diaphragme, on a vu aussi la constitution du diaphragme et on a vu bien sûr sa partie centrale qui est en forme de trèfle et sa partie périphérique et après on a vu les rapports du diaphragme, les rapports au niveau thoracique et les rapports au niveau abdominal. Et on a terminé le chapitre avec la vascularisation et l'innervation du diaphragme. Quand on a voulu passer au diaphragme, je vous ai dit qu'on va voir deux muscles. Le diaphragme, on l'a vu dans un chapitre entier, et le deuxième muscle, c'est le muscle triangulaire. Le muscle triangulaire, c'est un petit muscle qui est situé à la face postérieure de la région sternocostale, qui prend naissance à la face postérieure du sternum et du processus xiphoïde. Il se termine sur 3e, 4e, 5e et 6e côte. Donc, ce n'est pas la peine de faire un schéma pour ce muscle, parce que c'est un muscle qui est assez simple et on va passer tout de suite à l'étude d'une autre partie de la paroi thoracique. Il s'agit donc de la glande mammaire. La glande mammaire. Elle s'appelle aussi le sein. Et on va commencer par une grande introduction. Et dans cette introduction, on va donner une définition à cette glande mammaire. Donc, c'est quoi la glande mammaire? La glande mammaire est un organe qui fait partie de la paroi thoracique. C'est une formation qui est responsable de la production du lait sous l'effet d'une hormone appelée prolactine. Et cette prolactine est sécrétée par l'hypophyse. Et l'hypophyse, vous allez le voir en anatomie, en neuroanatomie, c'est une glande qui est située au niveau de la base du crâne et qui est responsable de la sécrétion de plusieurs hormones divisées en deux parties, l'antéhypophyse, le post-hypophyse, et qui représentent en fait le chef d'orchestre de toutes les glandes. Donc c'est l'hypophyse qui va réguler la sécrétion de pratiquement toutes les glandes de l'organisme. Donc, comme définition, c'est une formation qui est responsable de la production du lait sous l'effet d'une hormone appelée prolactine et qui est sécrétée par l'hypophyse. Est-ce que cette sécrétion est permanente? Non. C'est une sécrétion qui se fait juste en postpartum, c'est-à-dire juste après l'accouchement. Deuxièmement, ça c'était une définition, et deuxièmement, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'étudier le sein ou bien la glande mammaire? L'intérêt est majeur. Majeur, pourquoi? Parce que cette glande occupe une place considérable dans la mesure où on peut avoir la localisation des tumeurs. Donc le sein peut être le siège de localisation des tumeurs. Et ces tumeurs peuvent être des tumeurs bénignes comme ils peuvent être des tumeurs malignes. Et je vous rappelle que le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. Donc c'est quelque chose de très fréquent. C'est la raison pour laquelle il faut absolument connaître l'anatomie du sein. Deuxièmement, donc, je cite ici essentiellement les cancers. Deuxième problème, ce sont les malformations. Quoique c'est rare, mais les malformations
Les malformations du sein, il faut les connaître. On peut avoir une absence de développement de la glande mammaire. Absence de développement, c'est ce qu'on appelle amastie, et A veut dire amastie. A, c'est pour la privation, c'est-à-dire l'absence de, il n'existe pas. Donc ça, vous allez le voir en terminologie. Un terme qui commence par A veut dire il n'existe pas ou bien absent. Donc A et mastie, c'est glande mammaire au sein. Donc amastie. Comme il y a dans certaines situations, on peut avoir plus que 2 seins, 3 seins ou 4 seins. C'est ce qu'on appelle la polymastie. Polymastie. Le troisième problème, ce sont les infections. Je rappelle que le développement du sein chez l'homme est pathologique. Donc on peut avoir chez l'homme, quand il y a un développement d'une glande mammaire, on appelle ça gynécomastie. Gynécomastie. Donc la gynécomastie, c'est un processus pathologique et ça reflète la présence d'hormones qui assurent ce développement, et on pense souvent à une tumeur au niveau de l'hypophyse. Donc les infections, telles que les infections au niveau de la glande mammaire, ce sont les mastites. Les mastites, et ce problème est très fréquent chez la femme enceinte ou bien chez la femme qui vient d'accoucher à cause de l'ouverture des pores galactophores et la pénétration des germes à l'intérieur qui vont donner des abcès du sein, etc. Donc, vous voyez que l'intérêt est majeur. C'est pour cette raison qu'il faut étudier cette glande mammaire. Deuxièmement, grand 2, la forme de la glande plus la situation. Donc, où se trouve la glande mammaire? La glande mammaire, elle va occuper la partie supérieure et latérale du thorax. Donc, elle va s'étendre de la 2e jusqu'à la 7e côte. Donc, la glande mammaire, la situation, elle s'étend de la 2e jusqu'à 7e côte. Et sur le plan forme, la forme est là, généralement une forme hémisphérique avec une face antérieure qui est convexe et une face postérieure qui est plane. Mais la forme varie. Cette forme va varier et on peut avoir plusieurs types de glandes mammaires. Le premier type, on peut avoir par exemple une forme, c'est ce qu'on appelle les formes coniques, donc une forme conique. La deuxième forme, ce sont les formes de glandes mammaires discoïdes. Troisième forme, ce sont les formes pédiculées de la glande mammaire, pédiculées. Et quatrième forme, ce sont les formes piriformes. Donc, on peut avoir plusieurs types ou formes de glandes mammaires, et ceci est variable aussi en fonction des ethnies. En fonction des ethnies, en fonction de l'âge, effectivement, chez la petite, il y a de petits bourgeons au niveau cutané, au niveau de la région pectorale, et le volume va commencer à augmenter à partir de la puberté pour devenir volumineux à l'âge adulte, et à la ménopause, ces glandes mammaires vont régresser. Donc, en fonction de l'âge et en fonction du cycle menstruel, à la fin du cycle, les glandes mammaires deviennent très turgescentes et elles deviennent volumineuses.
Donc si on passe à grand 3 maintenant, après étude de la forme et la situation, on va aller vers l'anatomie descriptive. Et dans cette anatomie descriptive, on va étudier la configuration externe. Après, on va passer à la configuration interne. Dans la configuration externe, on peut, à l'inspection, voir la glande mammaire au niveau externe est formée de deux parties. Une partie de peau périphérique et une partie de peau centrale. Donc si on arrive à faire un schéma d'une vue antérieure du thorax, montrant la glande mammaire, donc la région pectorale, et puis donc la région antérieure du thorax, nous avons ici la glande mammaire droite, et la glande mammaire droite en vue de 3/4 et une glande mammaire, la glande mammaire gauche et une glande mammaire droite. La glande mammaire gauche est vue de 3/4 et la glande mammaire droite est vue de face. Donc voici la peau périphérique. Ça, c'est la peau périphérique. Et à la partie centrale, nous avons une peau centrale. Donc, petit a, la peau périphérique. La peau périphérique est une peau qui est fine, qui est souple. La peau est fine, est souple et presque transparente. La peau, elle est fine, elle est souple et presque transparente. Elle laisse voir un réseau veineux appelé le réseau veineux de Hegar, et ce réseau veineux devient très développé au cours de la grossesse. Donc quand la femme est enceinte, ce réseau veineux, il devient très développé, il devient très visible. C'est un signe de grossesse. Ça, c'est la peau périphérique. Donc je répète, c'est une peau qui est fine, qui est souple, qui est presque transparente. Elle laisse voir un réseau veineux, ce réseau veineux qui devient très développé au cours de la grossesse. Petit b, la peau centrale. La peau centrale, cette peau centrale, si je reviens au schéma, donc je reviens au schéma, nous avons ici la peau périphérique, et cette peau périphérique, comme je viens de dire, c'est une peau qui est marquée par la présence d'un réseau veineux très développé, et la peau centrale marquée par la présence de deux parties, une partie arrondie sous forme de disque qu'on appelle l'aréole. Aréole. Donc l'aréole, c'est quoi? C'est un disque qui a la forme, c'est un disque qui a une couleur marron ou noirâtre, marqué par la présence de petits tubercules, de petites surélévations, et ces tubercules appelés tubercules de Morgani.
C'est quoi ces tubercules de Morgani? Ce sont des glandes. C'est la présence de glandes sudoripares et autres glandes sébacées au niveau de l'aréole et qui font des surélévations qu'on appelle des tubercules de Morgani. La partie centrale, c'est une petite saillie qu'on appelle mamelon. Et le mamelon, c'est un cylindre qui a à peu près 1 cm de diamètre, 1 cm ou 1,5 cm de hauteur, et il présente une circonférence et une surface qui est percée, qui est perforée par des pores, qu'on appelle les pores galactophores. Donc à la surface, nous avons des pores galactophores, et ces pores, ce sont de petits orifices et qui correspondent à l'abouchement de quoi? Des canaux. On va voir ça quand on va étudier la configuration interne. À l'intérieur du sein ou bien de la glande mammaire, il y a des glandes sécrétrices du lait et qui vont, cette sécrétion va emprunter des canaux qui vont venir s'aboucher au niveau de ces pores galactophores. Donc voilà, je répète, il y a deux parties, une partie périphérique et une partie centrale. La partie centrale, c'est ce qu'on appelle l'aréole. L'aréole est un disque de 3 cm de diamètre, marqué par la présence de plusieurs saillies appelées tubercules de Morgani. Et la partie centrale de l'aréole, c'est ce qu'on appelle le mamelon. Et ce mamelon, c'est une élévation de 1 cm de hauteur et 1 cm de diamètre, au niveau de laquelle viennent s'aboucher ce qu'on appelle les canaux galactophores. Les canaux galactophores. Donc ça, c'était grand 3, l'anatomie descriptive, et on a vu dans cette anatomie descriptive la configuration externe de la glande mammaire. Maintenant, on va passer à grand 4 pour voir la configuration interne. La configuration interne de la glande mammaire. Donc, pour étudier la configuration interne, on va réaliser une coupe. Mais une coupe comment? C'est une coupe sagittale de la glande mammaire. Ce qui fait une coupe sagittale, elle va passer par le milieu de la glande mammaire, elle va passer par le mamelon pour diviser le sein en deux parties, une partie latérale et une partie médiale. Donc, ça sera donc le titre de ce schéma, c'est une coupe sagittale de la glande, coupe sagittale de la glande mammaire, montrant sa configuration interne. Pour l'orientation du schéma, nous avons le supérieur étant en haut et le postérieur est à ma droite. Postérieur à ma droite. Donc quand on va couper du haut vers le bas, on va couper le premier élément qui est en haut, et c'est un élément osseux, c'est la clavicule. Donc on va couper la clavicule, et sous la clavicule, qu'est-ce qu'on va trouver? Juste au-dessous de la clavicule, on va trouver le muscle subclavier. Vous vous rappelez, c'est un muscle de la paroi antérieure. Et après le muscle subclavier, on va couper la première côte et on va descendre. On a dit que la glande mammaire s'étend de la 2e jusqu'à la 7e côte. Donc on va descendre jusqu'à la 7e, sinon vers la 8e côte, pour couper la totalité de la glande. Donc voilà, le premier élément et le premier repère, c'est la clavicule. Voici la clavicule sur une coupe, une coupe, bien sûr, une coupe sagittale. Voici le niveau de la coupe. En haut, c'est la face supérieure et en bas, c'est la face inférieure. Et à la face inférieure, et au milieu, qu'est-ce qu'on va trouver comme
comme élément. On va trouver la gouttière du muscle subclavier, au niveau de laquelle vient s'insérer le muscle subclavier. Voici le muscle subclavier. Donc, sous la clavicule, nous avons le muscle subclavier. Et bien sûr, au-dessous et en arrière, les côtes, la première côte, ensuite la deuxième, 3, etc. Entre les côtes, nous avons les muscles intercostaux. Vous vous rappelez, quand on a vu les muscles intercostaux, on a dit qu'il y en a 3. Muscle intercostal latéral, muscle intercostal moyen et muscle intercostal médial. Ces 3 muscles occupent l'espace intercostal et ils vont réaliser une lettre, c'est la lettre N majuscule. Donc voici la paroi antérieure du thorax, la clavicule en haut. Deuxième chose, après la paroi osseuse et les muscles intercostaux, il y a les muscles de la paroi antérieure. Quand on a étudié les muscles de la paroi antérieure, on les a divisés en 2 plans. Un plan profond qui est formé par le muscle petit pectoral, pectoralis minor, subclavier et serratus antérieur. On va les retrouver ici. On a déjà placé le muscle subclavier et le deuxième muscle profond, c'est quoi? C'est le petit pectoral. Petit pectoral, quelle est son origine? 3e, 4e, 5e côte. 3e, 4e et 5e côte. Voici le muscle sous forme de quoi? Sous forme de digitation. Donc ça, c'est quel muscle? C'est le muscle petit pectoral. Petit pectoral. Ce petit pectoral, il n'est pas libre comme ça, mais il est engainé. Il est engainé dans une aponévrose. Cette aponévrose commence au niveau de la clavicule. Donc voici l'aponévrose qui démarre, qui s'insère au niveau de la clavicule, au niveau du bord antérieur et le bord postérieur. Ensuite, elle va entourer le muscle sous-clavier. Les 2 feuillets postérieur et le feuillet antérieur, vont se réunir pour former un seul feuillet. Les 2 feuillets antérieurs et postérieurs vont se réunir pour former un seul feuillet, une seule aponévrose qui va descendre jusqu'au bord supérieur du muscle petit pectoral. Au bord supérieur du muscle petit pectoral, l'aponévrose se divise de nouveau pour couvrir la face antérieure et la face postérieure du muscle petit pectoral. En bas, les 2 feuillets se regroupent de nouveau et se dirigent vers le creux axillaire, et cette aponévrose va se disperser en éventail pour aller couvrir la partie inférieure du creux axillaire. Et elle va former une sorte de ligament qui va suspendre la région axillaire. C'est pour cela qu'on appelle cette formation le ligament suspenseur du creux de l'aisselle. Donc, je vais essayer de légender tous ces éléments. Donc, ici, vous avez clavicule. Le muscle, c'est le muscle subclavier. Ensuite, la première côte et puis les autres côtes. Cette aponévrose, on va donner un nom. C'est une aponévrose qui prend naissance sur la clavicule. Elle passe par le petit pectoral et elle va vers le creux axillaire. C'est ce qu'on appelle l'aponévrose clavipectoro-axillaire. Aponévrose clavipectoro-axillaire.
pectoraux axillaires. Et le ligament en bas, c'est le ligament suspenseur. Ligament suspenseur de l'aisselle. Ligament suspenseur de l'aisselle. On continue. Maintenant, nous avons les côtes et les espaces intercostaux. Le deuxième plan, c'est le plan du muscle petit pectoral subclavier. L'autre muscle, le serratus antérieur, elle est beaucoup plus latérale. Et puis le troisième muscle, c'est un muscle qui va jouer le rôle de couvercle, qui va couvrir toute la région. C'est un muscle très large, très vaste, très volumineux et qui représente le seul muscle du plan superficiel de la région, c'est le muscle grand pectoral. Ce muscle grand pectoral, il s'insère en haut sur quoi? Sur le bord antérieur de la clavicule. Donc vous voyez que je l'ai fait monter jusqu'au bord antérieur de la clavicule. Bien sûr, ce muscle est couvert lui aussi d'une aponévrose qu'on appelle l'aponévrose du muscle grand pectoral. Devant ce muscle grand pectoral, nous avons la glande mammaire. Donc cette glande mammaire est couverte par une peau. Une peau est couverte par une peau. Cette peau, on l'a décrit quand on a vu la configuration externe. Donc la peau, elle est à l'extérieur, qui est une peau qui est fine, qui est glabre. Je ne l'ai pas dit, glabre. Glabre, chez la femme, ça veut dire qu'il ne contient pas de poils. Elle est souple, elle est fine, elle est presque transparente. Et cette partie-là, elle représente le mamelon, qui a la forme d'un cylindre. Donc, c'est le mamelon. Deuxième chose, à l'intérieur maintenant. Par quoi est formée la glande? La glande mammaire est formée de deux composantes. Une composante centrale qui est glandulaire et une composante périphérique qui est graisseuse. Donc la plus grande partie de la glande mammaire est composée par de la graisse. Mais cette graisse n'est pas libre dans la glande mammaire, elle se trouve dans un certain nombre de structures qu'on appelle des logettes. Et ces logettes sont formées par des crêtes fibreuses. Donc ici, tout ce que j'ai mis en vert, ce sont ce qu'on appelle les crêtes fibreuses. Et ces crêtes fibreuses émettent des cloisons qui délimitent des fossettes. Et en périphérie, nous avons une membrane fibreuse qui va entourer toute la glande mammaire. À l'intérieur de ces cloisons fibreuses, il y a une masse graisseuse. C'est de la graisse, c'est du tissu adipeux. Et ce tissu adipeux, il est sous l'influence hormonale, c'est-à-dire il se développe d'une manière importante chez l'adulte. Donc la même chose en arrière, nous avons ces crêtes, ce qu'on appelle les crêtes fibreuses avec les fosses adipeuses. Donc voilà, ici ce sont les fosses adipeuses et entre les fosses, vous avez les crêtes fibreuses. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur de la glande, nous avons la formation sécrétrice, c'est-à-dire les lobules et les lobes qui sécrètent le lait.
Donc c'est ce qu'on appelle les lobes galactophores. Chaque lobe est formé de lobules et chaque lobule est formé d'acini. C'est le pluriel d'acinus. Et ces acini, chaque acini est drainé par des canaux. Ces canaux se regroupent dans 2 canaux de gros calibre et à la fin, vous allez avoir des canaux qui vont converger vers le mamelon. Ces canaux s'appellent comment? S'appellent les canaux galactophores. Ces canaux galactophores, avant leur arrivée au niveau du mamelon, ils vont subir une dilatation. Donc, on va avoir une dilatation, et cette dilatation s'appelle sinus. Donc là, vous avez sinus. C'est quoi le sinus? Le sinus, c'est une dilatation du canal. Le canal glandulaire, le galactophore, quand il se rapproche du mamelon, il va subir une dilatation, cette dilatation appelée sinus galactophore. Chaque canal est appelé canal galactophore. Combien y a-t-il de lobules? Entre 15 à 20 lobules, donc entre 15 à 20 canaux galactophores. Ces canaux galactophores viennent s'aboucher au niveau du mamelon. Et à la surface du mamelon, comme j'ai dit au début, la surface du mamelon, il y a des pores, il y a des orifices, il y a des trous. C'est ce qu'on appelle les pores galactophores. Pores galactophores. Et le phénomène de la lactation se fait de la manière suivante, c'est-à-dire que la tétée va induire un influx nerveux afférent qui va vers l'hypophyse, il stimule l'hypophyse, l'hypophyse sécrète la prolactine, elle agit au niveau de ces glandes et elle stimule la génèse, c'est-à-dire la formation du lait. Et le lait, une fois formé à l'intérieur de ces lobules, il est sécrété à travers ces canaux galactophores au niveau du mamelon. Maintenant, comme application clinique, on peut avoir 2 types de cancers. Selon la localisation, on peut avoir un cancer qui se développe à partir des glandes. Ce sont les tumeurs de nature glandulaire. Et puis, il y a des tumeurs qui peuvent se développer à partir des canaux. C'est ce qu'on appelle les cancers d'origine canalaire. Donc, pourquoi il faut distinguer entre les deux? Parce que la structure histologique n'est pas la même. La structure histologique au niveau de la glande, c'est une structure glandulaire sécrétrice, alors qu'au niveau des canaux, c'est une structure qui est complètement différente. Donc, il faut distinguer entre les cancers parce que le pronostic, le devenir de ces 2 cancers n'est pas le même. Le traitement n'est pas le même. Et par conséquent, il faut savoir distinguer entre ces 2 éléments. La deuxième, ça c'est la première déduction clinique. Le cancer peut se développer à partir de la glande ou bien à partir des canaux. Cancer glandulaire, cancer canalaire. La deuxième déduction, si on revient à la structure histologique, la configuration interne de la glande, on voit que la glande est formée, le sein est formé par une structure glandulaire centrale, une structure périphérique qui est graisseuse et fibreuse. Donc, quand il y a un cancer qui est débutant, qui commence au centre de la glande, on ne va le savoir que par la palpation. En palpant la glande mammaire, on sent un nodule à l'intérieur de la glande mammaire. Deuxième chose, si ce cancer, si cette tumeur n'est pas traitée, il va se développer. Et quand elle va se développer, elle va envahir la périphérie. Qu'est-ce qu'elle va envahir? Elle va envahir les crêtes fibreuses. Et le cancer, quand il
tient sur la crête fibreuse, il va la tirer vers l'intérieur, ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène de rétraction. Et ce phénomène de rétraction va modifier la peau parce que la crête fibreuse, elle adhère à la peau. Donc quand la crête est tirée, ce qui fait qu'il va y avoir une modification à la surface de la peau et la peau va changer de forme. On a dit au début, c'est une peau qui est lisse, qui est régulière. Quand il y a un cancer avec envahissement de la peau devient irrégulière. Et elle va donner un aspect, ce qu'on appelle l'aspect de peau d'orange. Aspect de peau d'orange. Donc, je complète ici le schéma. Le schéma, à ce niveau, nous avons, en bas, nous avons un pli qu'on appelle le pli sous-mammaire. Et ce pli sous-mammaire, c'est la jonction entre la glande mammaire et la paroi thoracique. Et la paroi thoracique, ce pli sous-mammaire, c'est la limite inférieure du sein. Et pour vous dire aussi que le sein, elle s'étale de la région sternale jusqu'au creux axillaire. Donc, il est étalé dans le sens de la largeur. Et même dans le sens de la hauteur, on a dit de la deuxième, troisième côte jusqu'à la septième côte, mais au cours de la montée laiteuse, au cours de la congestion du sein, il peut monter jusqu'à la région claviculaire. Donc, après cette configuration interne, je complète les légendes. Ici, nous avons le muscle grand pectoral, et entre le muscle grand pectoral et la glande mammaire, nous avons un espace là, un espace graisseux, ou cellulo-graisseux qui facilite la mobilisation de la glande devant le muscle pectoral. Et ici, je vais vous donner une troisième donnée, une troisième application clinique. La première, c'était l'origine du cancer. La deuxième, c'était la modification de la peau au cours des envahissements du cancer au niveau cutané. Et la troisième application, c'est que ce tissu cellulo-graisseux, qu'on appelle aussi le fascia profond, est un plan qui est important. Pourquoi ? Parce qu'il doit être respecté. Troisième application, si on a par exemple un cancer de la glande mammaire qui a envahi cet espace, quand le cancer va augmenter de volume et il va envahir cet espace. S'il envahit cet espace, il va adhérer au muscle pectoral. Ça veut dire que cette mobilité normale de la glande va disparaître. Ce qui fait au moment de l'examen, quand on mobilise le sein devant le thorax, on constate que cette glande est fixe, elle n'est plus libre, elle n'est plus mobile. Ça veut dire que le cancer a envahi le muscle grand pectoral. Et ça, on le cherche cliniquement, le gynécologue, il le cherche cliniquement par une manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Tillot. Et cette manœuvre de Tillot consiste à mettre le bras en abduction avec une adduction contre résistance pour contracter le muscle pectoral, et l'autre main, elle cherche à mobiliser le sein. Si le sein ne bouge plus, ça veut dire que le processus tumoral a envahi le muscle grand pectoral et ça devient un seul bloc et la mobilité devient très, très limitée. Donc voilà, on a fini cette partie fort intéressante, très importante sur le plan pathologique, sur le plan clinique, qui est la configuration interne de la glande mammaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Grand 4, grand 5 maintenant, cinquièmement, on va voir la vascularisation de la glande mammaire. Vascularisation de la glande mammaire.
La vascularisation de la glande mammaire est une vascularisation très riche. Et on va voir la vascularisation à 3 niveaux, c'est-à-dire vascularisation artérielle, d'où viennent ces artères qui vascularisent la glande. Deuxièmement, vascularisation veineuse, c'est-à-dire le drainage veineux. Et troisièmement, la vascularisation lymphatique. Et je vais dire un mot sur la lymphe, d'où vient la lymphe, à quoi sert la lymphe, etc. quand on va y arriver. Donc, premièrement, c'est la vascularisation, petit a, vascularisation artérielle, c'est-à-dire les artères qui vont ramener le sang vers la glande mammaire. La glande mammaire est vascularisée à partir de 3 sources. 3 sources. Et la meilleure façon pour illustrer cette vascularisation, c'est réaliser un schéma. Donc le schéma que nous allons faire, c'est un schéma d'une vue antérieure du thorax, plus la région scapulo-humérale, avec glande en place, pour montrer la vascularisation artérielle de la glande mammaire. Donc c'est ça le titre du schéma, c'est une vue antérieure de la région pectorale, vue antérieure de la région pectorale plus l'épaule, ou bien la région scapulo-humérale, pour montrer la vascularisation de la glande mammaire. Donc sur cette vue, nous avons, premièrement, au milieu, nous avons le sternum, le manubrium sternal, le corps du sternum et le processus xiphoïde. Ensuite, latéralement, nous avons la clavicule et la région pectorale, première côte, voici l'hémithorax. Latéralement, vous avez l'acromion et sous l'acromion, vous avez la cavité glénoïde et le bord axillaire de la scapula. Processus coracoïde et l'extrémité supérieure de l'humérus. Avec la tête humérale, le col, grosse tubérosité, petite tubérosité. Donc sur ce cadre, nous allons placer notre glande mammaire. On a dit qu'elle s'étend de la 3e côte jusqu'à la 7e côte. Donc à ce niveau, nous avons la glande. Voici la glande mammaire. Et je vais effacer la partie centrale parce qu'elle sera cachée. Cette partie-là sera cachée et c'est notre glande, c'est la glande mammaire. La glande mammaire est formée de 2 parties, une partie périphérique, c'est la peau périphérique, et une partie centrale qui est l'aréole avec le mamelon. Donc voilà notre glande qui est là. Donc on va essayer de chercher quelles sont les sources qui vont alimenter cette glande. Je tiens à vous dire que l'artère qui va vasculariser le membre supérieur sera la glande sous-clavière. Et la glande sous-clavière est une glande qui va passer sous la clavicule et bien sûr sous la clavicule et au-dessous de la première côte. Et sous la clavicule, voilà,
cette artère, c'est l'artère sous-clavière. Sous-clavière, au milieu de la clavicule, elle va changer de nom. Ça, vous allez le voir quand vous allez étudier la vascularisation du membre supérieur. Je suis obligé de m'arrêter pour vous rappeler un petit peu comment ça se passe au niveau thoracique. Le cœur est un muscle, on va le voir la prochaine séance. Le cœur est un muscle qui donne le plus volumineux vaisseau du corps qui est l'aorte. Donc l'aorte va sortir du ventricule gauche et elle va réaliser une crosse. Et cette crosse va donner plusieurs branches. La première branche, c'est le tronc artériel brachiocéphalique. La deuxième branche, c'est l'artère carotide primitive gauche. Et puis l'artère sous-clavière. Ça, on va le développer quand on va étudier le système cardiovasculaire. Donc, le tronc artériel brachiocéphalique va donner l'artère carotide qui va vers le cerveau et l'artère sous-clavière. Cette artère sous-clavière, sous la clavicule, elle va changer de nom et elle va devenir artère axillaire. Donc, à partir de ce trait, qui est le milieu de la clavicule et la face supérieure de la première côte. Rappelez-vous, quand on a étudié la première côte, on a dit qu'il est marqué par la présence d'un tubercule appelé tubercule de Lisfranc, et derrière ce tubercule, il y a une gouttière. C'est la gouttière de l'artère sous-clavière. Donc c'est à ce niveau. Donc il y a l'artère sous-clavière qui devient artère axillaire. Cette artère axillaire va avoir un trajet vers le bas, vers le dehors, jusqu'au bord inférieur. Le bord inférieur de quel muscle? Du muscle grand pectoral. Voici le muscle grand pectoral. Ça, c'est le relief du muscle grand pectoral. Et voici le bord inférieur du muscle grand pectoral, pectoralis major. Donc, l'artère axillaire, quand elle arrive au bord inférieur du muscle grand pectoral, elle change de nom. Et elle va devenir artère brachiale. Donc vous voyez, c'est le même vaisseau. Sous-clavière, sous la clavicule, change de nom, devient axillaire, et au bord inférieur du grand pectoral, change de nom et devient brachiale. Donc comme légende, vous avez ici artère subclavière. Le deuxième vaisseau, c'est l'artère axillaire. Et le troisième vaisseau, c'est l'artère brachiale, appelée aussi artère humérale, égale humérale. Donc humérale ou brachiale, c'est la même chose. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'artère axillaire. Donc tous les vaisseaux qui vont alimenter en partie la glande mammaire proviennent de l'artère axillaire. L'artère axillaire commence sous la clavicule, se termine au bord inférieur du grand pectoral. L'artère axillaire, c'est l'artère principale, représente l'axe principal du creux axillaire. Elle va donner 6 branches, mais uniquement 4 qui vont vasculariser ou participer dans la vascularisation de la glande mammaire et 2 non. Donc la première artère qui vascularise la glande mammaire, c'est la première qui se détache de l'artère axillaire. Elle se détache juste à la sortie de l'artère axillaire du thorax. C'est ce qu'on appelle l'artère thoracique suprême. Donc 1, c'est artère thoracique suprême, ou bien l'artère thoracique supérieure. La deuxième artère, c'est une artère qui se dirige vers le haut et vers le dehors. C'est une artère qui va participer à la vascularisation de la région acromiale et en même temps au thorax. Donc, elle va se diviser en 2 branches, puisqu'elle vascularise 2 régions. Elle va donner une première artère vers l'acromion et une deuxième artère vers le thorax. C'est pour cela qu'on appelle cette artère
c'est l'artère, c'est deux, c'est l'artère acromio-thoracique. Artère acromio-thoracique. Voilà, elle va donner une branche acromiale et une branche thoracique. Et cette branche thoracique, elle vascularise la même chose, la partie supérieure de la glande. Voici la branche acromiale et voici la branche thoracique. Donc ici, c'est la branche acromiale de l'acromiothoracique. Et la deuxième qui descend, c'est la branche thoracique de l'acromiothoracique. Donc le tronc commun s'appelle acromiothoracique. Donc c'est la deuxième. On a dit qu'il y en a 4. La troisième artère, donc la première, c'est la thoracique suprême. La deuxième, c'est la branche thoracique de l'acromiothoracique. Et la troisième artère, 3, c'est une artère qui va venir de l'artère axillaire et qui va longer le thorax du côté latéral. Et c'est une artère qui va accompagner le nerf de Charleville. Vous vous rappelez le nerf de Charleville ou bien le nerf thoracique long. Donc c'est une artère qui va venir du creux axillaire et elle va longer la paroi latérale du thorax jusqu'à la 10e côte. Donc elle va vasculariser la glande mammaire et le muscle serratus antérieur. Cette artère, c'est quoi? 3. C'est l'artère thoracique. Artère thoracique latérale. Artère thoracique latérale, elle s'appelle aussi l'artère mammaire. Mammaire externe, c'est l'ancien nom. Soit qu'on va l'appeler artère mammaire externe ou bien l'artère thoracique latérale. Donc cette artère mammaire externe ou thoracique latérale va vasculariser toute la partie latérale de la glande mammaire. Et le dernier vaisseau qu'on va citer, c'est le 4, quatrièmement. C'est une artère qui va passer sous la scapula. Elle va aller sous la scapula pour s'anastomoser avec d'autres vaisseaux au niveau de la région scapulaire. Puisqu'elle passe sous la scapula, on va l'appeler l'artère subscapulaire ou sous-scapulaire. Donc c'est l'artère sous-scapulaire. Artère sous-scapulaire ou subscapulaire. Cette artère subscapulaire, la même chose, elle va donner une branche postérieure et une branche antérieure qui va venir vasculariser la glande mammaire. Donc voici la première source. La première source, c'est l'artère axillaire. L'artère axillaire donne 4 branches. La thoracique suprême, la branche thoracique de l'acromiothoracique, la mammaire latérale ou bien la thoracique externe et latérale, et la quatrième, c'est l'artère subscapulaire. Les 2 dernières artères, je peux vous les rappeler, les 2 dernières artères, parce qu'on a dit que l'artère axillaire donne 6 branches ou 6 artères. Les 2 restantes, ce sont des artères qui vont se diriger vers le dehors, une en arrière et une en avant, et ils vont faire le tour autour de l'extrémité supérieure de l'humérus. Ce sont les artères circonflexes. Donc, ils vont faire le tour autour du col chirurgical de l'humérus. Il y en a 2, une artère circonflexe antérieure et une artère circonflexe postérieure. Donc, au total, l'artère axillaire donne 6 branches. Ça, c'est la première origine. Donc, on a écrit petit a. Donc, la sous-scapulaire ici, c'est quatrièmement. Ça correspond à l'artère sous-scapulaire. Donc, artérielle. La première source, c'est l'artère axillaire. Et cette artère axillaire donne 4 artères.
allez-y, citez les 4 artères qui vascularisent la glande mammaire et qui proviennent de l'artère axillaire. La thoracique suprême, la branche thoracique de l'acromiothoracique, la thoracique latérale et la subscapulaire. Maintenant, la deuxième source, c'est l'artère axillaire. La deuxième, c'est l'artère subclavière. L'artère subclavière, elle va donner une artère. Et cette artère, regardez, cette artère va se détacher de l'artère sous-clavière, mais elle ne va pas sortir du thorax, elle va rester à l'intérieur du thorax. Et elle va descendre le long du bord du sternum, c'est-à-dire derrière la première côte, et ici, on va la voir. Ensuite, derrière la deuxième côte, on va la voir, entre les deux, etc., jusqu'en bas. Et cette artère, on l'a déjà vue. On l'a déjà vue quand on a étudié le diaphragme. Rappelez-vous, quand on a fait une vue supérieure du diaphragme montrant sa constitution, nous avons dit que le diaphragme est formé de 3 portions. Une portion sternale en avant, une portion costale et une portion vertébrale. Et entre la portion sternale et la portion costale, il y a une fente, il y a un hiatus qu'on a appelé l'hiatus sternocostal ou bien la fente de l'arrêt. Et cette fente de l'arrêt, je vous ai dit qu'elle livre passage à l'artère thoracique interne. Voici l'artère thoracique interne. Cette artère, elle descend à partir de la sous-clavière et elle longe le bord du sternum jusqu'au diaphragme. Donc cette artère thoracique interne, à chaque espace intercostal, elle va donner des branches qui viennent vasculariser la partie médiale de la glande. Donc deuxièmement, c'est l'artère thoracique médiale ou bien interne, l'artère thoracique interne ou artère elle s'appelle aussi artère mammaire. On a appelé celle-là l'artère mammaire latérale ou l'artère mammaire externe. Et du côté interne, c'est l'artère mammaire interne. Mammaire externe, mammaire interne. Donc c'est l'artère mammaire interne ou artère mammaire médiale. Donc voici la deuxième source. Donc la première, c'est l'artère axillaire. La deuxième, c'est la sous-clavière qui donne l'artère mammaire interne. Et la troisième source, c'est quoi? Puisque la glande mammaire repose sur la cage thoracique, donc la cage thoracique, or, qu'est-ce qu'il y a entre les espaces intercostaux? Il y a des artères, il y a des vaisseaux. Et rappelez-vous, quand on a vu l'espace intercostal, on a dit que chaque espace intercostal comprend 3 muscles, mais entre les muscles, il y a un pédicule, il y a une artère, il y a une veine, il y a un nerf. Comment on appelait ces vaisseaux? Les nerfs, veines, artères intercostaux. Donc ce pédicule intercostal, il participe non seulement à l'innervation et la vascularisation des muscles, mais aussi à la peau. Rappelez-vous des exemples qu'on a donnés. La peau, on regarde chaque espace est vascularisé, innervé par ce pédicule. Donc la même chose, puisque la glande mammaire fait partie de la paroi thoracique, donc elle va bénéficier de cette vascularisation et par conséquent, les artères intercostales participent à la vascularisation. Donc troisièmement, les artères intercostales. Entre 3e et 8e ou 7e espace intercostal. Donc ces artères vont participer à la vascularisation. Donc petit a, c'était artériel. Maintenant petit b. Petit b, c'est la vascularisation veineuse.
Petit b, c'est la vascularisation veineuse. Comment se fait le drainage veineux de la glande mammaire? Le drainage veineux de la glande mammaire se fait de deux manières. Deux réseaux, un réseau superficiel et un réseau profond. Le réseau superficiel, c'est un réseau dont on a parlé au début. C'est un réseau qui est comment? Qui est cutané et sous-cutané. Et ce réseau cutané forme ce qu'on appelle le réseau de Haller. Réseau de Haller. Ce réseau de Haller, c'est un réseau cutané qui va être en contact avec la vascularisation veineuse de la paroi abdominale et en contact avec la vascularisation veineuse de la partie cervicale et de la tête. Donc c'est un réseau intermédiaire. Donc toute cette circulation veineuse va se drainer vers la région du cou et après vers le réseau profond. Donc ça, c'est la vascularisation superficielle. Donc superficielle, c'est une vascularisation qui est cutanée. Il y a une deuxième vascularisation, c'est la vascularisation profonde. Cette vascularisation profonde, c'est une vascularisation qui est très simple. Pour quelle raison? Parce qu'elle suit exactement la circulation artérielle. Autrement dit, chaque artère sera accompagnée d'une veine. Et comme ça, on va retrouver la même cartographie que le réseau artériel. C'est-à-dire qu'on va avoir une veine thoracique latérale, une veine thoracique médiale, une veine thoracique suprême, une veine branche de l'acromio-thoracique et une veine subscapulaire. Donc chaque artère sera accompagnée d'une veine et cette veine va prendre le même nom que celui de l'artère. Donc c'est le réseau profond. Maintenant, c'est le drainage lymphatique. C'est quoi la lymphe? Et à quoi sert la lymphe? La lymphe est un liquide. Mais d'où vient la lymphe? On a peut-être expliqué un petit peu l'autre fois en disant qu'il n'y a pas uniquement deux vaisseaux dans l'organisme, les artères et les veines. Mais en fait, il y a trois circulations au niveau de l'organisme. Il y a une circulation artérielle, une circulation veineuse et une circulation lymphatique. Donc les artères vont ramener le sang du cœur vers l'organe, les veines vont faire le retour, c'est-à-dire ramener le sang de l'organe vers l'organisme. Mais à l'extrémité de cette circulation artérielle, les artères vont se diviser pour donner de petites artérioles. Ces artérioles vont se diviser de nouveau pour donner des capillaires. Et les capillaires sont des vaisseaux à l'échelle microscopique, c'est-à-dire elles sont à côté des cellules. Mais est-ce que les capillaires vont rentrer dans la cellule? Non. Elles passent à côté des cellules, mais elles ne rentrent jamais dans la cellule. Donc comment se font ces échanges? Le capillaire va ramener des nutriments, il va ramener du gaz, c'est-à-dire le CO2, l'oxygène pour qu'il soit utilisé par la cellule, et la cellule va dégager le CO2, elle va ramener le sucre, elle va ramener les nutriments, les ions. Mais comment ils vont parvenir à la cellule? Donc à côté de la cellule, il y a une libération de toutes ces substances dans l'espace, ce qu'on appelle l'espace intercellulaire. Donc cet espace intercellulaire ou interstitiel, Bey Khalawi, cet espace, il est occupé par la lymphe. C'est le liquide qui a quitté les capillaires vers cet espace. Et si on calcule la quantité globale au niveau de l'organisme, quelle est la quantité qui est libérée chaque jour
des capillaires vers l'espace interstitiel ou intercellulaire, on va trouver 3 litres. Donc 3 litres de liquide. Supposons que ce liquide ne revient pas vers l'organisme, ne revient pas vers la circulation générale. Chaque jour, on va perdre 3 litres et 3 litres, ils vont rester entre les cellules dans l'espace intercellulaire et chaque jour, on va grossir d'un volume de 3 litres, ce qui n'est pas possible. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une circulation de retour. Et cette circulation de retour est assurée par quoi? Par la circulation lymphatique. Donc, entre les cellules, il y a des capillaires lymphatiques qui vont drainer ce liquide. La même chose au niveau du sein. Et le sein est très riche au point de vue circulation lymphatique. Donc, quand il y a un cancer, par exemple, les cancers du sein sont très lymphophiles. Qu'est-ce que ça veut dire, lymphophile? Ils voyagent, ils quittent, ils vont vers le système lymphatique très rapidement et très facilement. C'est pour cela cette circulation lymphatique doit être connue. Elle doit être connue. Pourquoi? Quel intérêt? L'intérêt, c'est dans le traitement du cancer du sein. Il faut savoir, est-ce que cette circulation lymphatique est envahie ou pas? Comment on va le savoir? Il faut revenir à l'anatomie. Et l'anatomie, il vous montre que à partir de petits vaisseaux lymphatiques périaréolaires et à l'intérieur, au niveau de la glande, ils vont se diriger vers des stations. Et ces stations, c'est quoi? Ce sont les ganglions. Les ganglions lymphatiques, al-uqad al-lymphawiya, les ganglions lymphatiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ganglion lymphatique? Un ganglion lymphatique est une structure intermédiaire qui va s'interposer entre les vaisseaux lymphatiques. Le départ, et puis une station, c'est le ganglion lymphatique, et après un nouveau départ vers un autre ganglion, etc., avant d'aller vers la circulation générale. Quel est le rôle du ganglion? Le rôle du ganglion, il va jouer le rôle de barrière. Donc, quand il y a des germes, des microbes qui vont passer dans cette circulation lymphatique, ils seront bloqués, arrêtés, stoppés par ce ganglion. Quand il y a un cancer, la même chose, il sera d'abord bloqué par ce ganglion avant d'emprunter la circulation générale. Donc, où se trouvent ces ganglions? Il y a 5 zones où on peut trouver ces ganglions déjà au niveau axillaire. Donc, au niveau axillaire, il y a 5 groupes. Donc, on va les schématiser de la manière suivante. Donc, ces groupes ganglionnaires sont en nombre de 5. Un groupe huméral, un groupe mammaire latéral, un groupe central, un groupe sous-claviculaire et un groupe scapulaire. Donc, 5 groupes de ganglions au niveau axillaire. Donc, que fait le chirurgien? Le chirurgien, quand il enlève la tumeur du sein, en même temps, il est dans l'obligation d'aller chercher ces ganglions. Donc, il ouvre au niveau axillaire et il fait un curage. Un curage, c'est-à-dire il va racler, il va enlever ces ganglions et il va les envoyer avec la pièce, avec la tumeur, vers l'anatomopathologiste. Et l'anatomopathologiste, il fait une étude de tous les ganglions pour savoir est-ce que ces ganglions sont envahis ou pas. S'ils ne sont pas envahis, c'est bon, c'est un diagnostic précoce, et c'est bien parce que la femme a consulté avant l'envahissement ganglionnaire. Par contre, s'il analyse la tumeur, c'est un cancer, et il voit les ganglions, il voit les ganglions qui sont envahis, il doit faire le compte. Combien de ganglions reçus et combien de ganglions envahis, ça a un intérêt pronostique. Donc, il nous renseigne sur l'évolutivité du cancer. Donc, je répète, le premier groupe, c'est le groupe axillaire. Et ce groupe axillaire, il est subdivisé en 5 sous-groupes. Groupe huméral, groupe mammaire latéral, groupe scapulaire, groupe central et groupe sous-claviculaire. Deuxième élément où on va chercher ces ganglions, c'est
au niveau de la chaîne mammaire médiale, chaîne mammaire interne, ou bien la chaîne thoracique interne. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Cette chaîne, c'est un ensemble de ganglions qui sont situés autour de l'axe vasculaire thoracique interne. C'est normal, les ganglions, généralement, ils sont autour des axes vasculaires. Donc, c'est la chaîne thoracique interne. Une troisième chaîne, c'est au niveau sus-claviculaire, au niveau de la région sus-claviculaire. Donc, comment se fait le drainage? On peut schématiser ça d'une manière très, très simple. On peut prendre le sein comme étant un cercle. Voici le sein avec l'aréole et le mamelon. Et on divise la glande par deux. On divise la glande par deux lignes. Une ligne verticale, une ligne horizontale. Donc la glande mammaire est divisée en combien de cadrans? En 4 cadrans. Comment s'appelle chaque cadran? Ici, c'est le cadran supéromédial, cadran inféromédial, cadran supérolatéral et cadran inférolatéral. Donc, quand une femme vient à la consultation, on examine la glande mammaire. Si on trouve un nodule, on doit le situer. Où il se trouve? Est-ce qu'il se trouve dans le cadran supéromédial, inféromédial, supérolatéral? Ça, c'est important. C'est très important. Pour quelle raison? Parce que chaque cadran va avoir un drainage lymphatique à part, propre à lui. Ce qui fait, on peut résumer la chose d'une manière très simple. Donc, les cadrans médiaux, c'est-à-dire supéromédial et inféromédial, ils seront drainés dans quelle chaîne lymphatique? Ils seront drainés dans la chaîne lymphatique médiale, c'est-à-dire la chaîne thoracique médiale. Donc, quand devant un néo du sein, devant un cancer du sein, au niveau du côté médial, où est-ce qu'on va chercher ces ganglions? On va les chercher à ce niveau. Maintenant, une autre femme qui vient pour une tumeur, un cancer de la partie latérale du sein,